Bonjour à tous et à toutes. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Week Eco. 2020 aura été la pire année de l'histoire du tourisme dans le monde, alors que les experts estiment que les pertes sont énormes et qu'il ne faut pas espérer un retour à la normale avant 2023, eh bien au Bénin, le tourisme bénéficie d'un regard attendrissant. Entre le parc de la Pengari, le retour des biens culturels pillés et la rénovation de la cité de Ganvier, il y a aujourd'hui des chances de voir cette filière générer assez de devises et d'emplois. On explore toutes ces potentialités avec notre invité Nadine Akogbeto, docteur en tourisme. Mais avant, les centaines de familles qui vivaient sur le bord de la plage dans le quartier Fiegnon à Cotonou ont été déguerpies il y a quelques jours. En face, l'ambition du gouvernement de procéder à l'urbanisation de la ville avec des espaces de loisirs et un cadre de vie sain. Mais face à ce que d'aucuns ont qualifié de drame social, les sinistrés recensés ont tous été relogés, à en croire les émissaires du gouvernement. Est-ce là une prime au mandat hautement social prôné par le chef de l'État à l'entame de son second mandat? Ce sera le décryptage avec les confrères. Alors, sans plus tarder, on va installer le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Eco. Connaissez-vous ce qu'est l'inclusion financière? C'est un thème qui définit l'ensemble des individus et les entreprises qui ont un accès à des services financiers de base fournis par les institutions financières formelles. Mais malheureusement, bon nombre de micro, petites et moyennes entreprises n'ont souvent pas accès au crédit bancaire et au financement. L'inclusion financière est aujourd'hui entravée par divers facteurs dont quelques jeunes entrepreneurs et spécialistes en inclusion financière nous en parlent dans ce reportage de Patrick Adjagbodjou. Oswald est un entrepreneur. Pour le développement de ses activités, il a besoin de faire recours au financement et crédit bancaire. Mais c'est sans compter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Toutes les fois que j'ai sollicité un crédit bancaire d'une banque primaire, j'ai été exclu financièrement. Moi, je suis dans la location de véhicules, par exemple. J'ai besoin de 5 millions pour acheter un véhicule parce que je le mets dans la location sur un contrat à longue durée, un contrat 6 mois, 1 an. La banque me dit, OK, c'est vrai que vous allez louer ce véhicule, je peux vous l'acheter, mais qu'est-ce qui me garantit que quand vous allez prendre ce véhicule, vous allez me rembourser? Je veux une garantie immobilière. Plusieurs opérateurs économiques ont en effet un accès limité aux institutions financières. La garantie immobilière est l'une des conditions que les banques et microfinances imposent la plupart du temps aux micro, petites et moyennes entreprises avant de les soutenir financièrement. Je suis là, l'affaire peut m'échapper d'ici là. Tout comme Oswald, Roméo, jeune entrepreneur, ne parvient pas, lui aussi, à accéder au crédit et financement bancaire. D'un, le taux est très élevé par rapport au prêt. Secondo, je dois faire les petites économies pour avoir une parcelle d'abord. Après, je vais mettre la parcelle en garantie. Regarde le temps que ça va me prendre d'abord de courtiser de l'argent d'abord pour aller prendre une parcelle. Après, faire tous les papiers et aller vers maintenant la banque. C'est déplorable au fait. Il faut que l'État central fasse en sorte pour inciter les banques à prêter main forte aux jeunes entrepreneurs. L'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises est un défi majeur à relever, car elle peut être une solution à la croissance économique et favoriser la création d'emplois dont la cible est les jeunes, les femmes, les populations rurales, les agriculteurs, les micro, petites et moyennes entreprises, les personnes à faible éducation financière. Vous comprenez que vous parlez des MPME, des micro, petites et moyennes entreprises, donc elles sont vraiment intégrées donc, dans la cible de l'inclusion financière parce qu'on estime que c'est des gens qui n'arrivent pas à accéder vraiment à des services financiers formels ou qui n'arrivent même pas à accéder à des services financiers parce que justement, derrière, il y a pas mal de contraintes. Des contraintes que les entrepreneurs ne souhaitent surtout pas.
pour faire prospérer leur entreprise. Il y a plein de gens qui ont d'ambition, mais faute de financement, ils sont dans l'informel, ils sont toujours là où ils sont. C'est pour cela que je réitère ma volonté de voir l'État vraiment agir en ce sens pour que nous autres ne soyons plus exclus, pour qu'il y ait l'inclusion financière dans le monde économique au Bénin. L'accès aux services financiers permet aux entreprises de se développer en créant des emplois durables. L'inclusion financière constitue un levier d'action pour le développement du secteur privé, acteur principal de la croissance économique. Pendant que les infections au coronavirus connaissent une augmentation effrayante, le respect des mesures barrières fait de moins en moins partie des habitudes des populations. Le non-respect de la distanciation sociale, l'abandon du port des masques ainsi que le lavage systématique des mains constituent les causes de cette situation. La question se pose alors de savoir si les dispositifs de lavage des mains sont toujours fonctionnels dans les services publics. Élément de réponse à travers ce reportage de Rodrigue Babagbeto. Depuis l'apparition du coronavirus, l'accueil réservé dans ce ministère ne change pas. Un dispositif de lavage de mains se dresse à chacune des deux entrées. La rouille couvre progressivement les dispositifs, mais pour qui veut se laver les mains, l'eau est disponible. À droite comme à gauche, c'est là et puis tout le monde s'en sert. Ces deux dispositifs de lavage des mains sont là il y a plus d'1 an. À moins que je ne me trompe, pratiquement tout le monde se lave les mains avant de rentrer dans l'enceinte du ministère. Tout le monde ne se lave pas les mains avant d'entrer dans les locaux. Plus de la moitié des usagers ne se sentent pas obligés de respecter ce geste barrière avant d'entrer ou une fois sortis. À l'entrée de cet autre ministère, pas de lavage des mains à l'eau et au savon. Les usagers, en passant, ils sont tous gâtés. Donc ils ont mis à leur disposition des désinfectants. Seulement, là encore, nombreux ne s'y plient pas. Quand ils viennent, on leur dit, d'autres font, d'autres ne font pas. Ils s'en foutent parce qu'ils sont pressés. On n'a pas reçu une instruction ferme par rapport à ça. À la Caisse nationale de sécurité sociale, par contre, les instructions sont fermes. Frédérica doit s'assurer chaque jour que tout usager se lave les mains avant d'entrer dans les locaux. Une tâche de plus en plus difficile puisqu'il n'y a qu'un seul dispositif aujourd'hui. Les récipients se sont cassés et il ne reste qu'un seul. Mais les démarches sont en cours pour en prendre d'autres. En attendant, certains usagers éprouvent des difficultés avec le seul dispositif présent. J'ai essayé pour le savon, ça ne marche pas correctement et au niveau de l'eau, ça sort normalement. Se laver les mains à l'eau et au savon est un des gestes barrières contre la pandémie du moment. Les responsables d'administration doivent s'assurer de se protéger et de protéger les usagers pour une lutte efficace contre le coronavirus. Chaque année, l'Organisation maritime internationale dédie une journée à la mer, une occasion pour faire connaître à un large public les objectifs et les réalisations de l'organisation, mais aussi de le sensibiliser davantage au rôle vital que joue le secteur maritime dans la vie de tout un chacun. Cette année, l'accent est mis sur les gens de mer qui sont au cœur des transports maritimes de demain. Amandine Anyamboussou. Les transports maritimes sont un secteur à caractère international. Ils ne peuvent être exploités efficacement que si les normes et les réglementations sont elles-mêmes approuvées, adoptées et mises en œuvre au niveau international. Les transports maritimes internationaux assurent environ 80% du commerce mondial entre les peuples et communautés de la planète. Ils constituent le moyen de transport international le plus efficace et le plus rentable pour la plupart des marchandises. L'Organisation maritime internationale a décidé de faire de 2021 une année d'action pour les gens de mer. La pandémie de Covid-19
les place devant des difficultés sans précédent malgré leur rôle essentiel en tant que travailleurs clés pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes sont bloqués à bord de navires pendant des mois, bien au-delà de la fin de leur contrat initial et dans l'incapacité d'être rapatriés en raison des restrictions nationales limitant les déplacements. Un nombre similaire de gens de mer se trouvent dans l'incapacité de rejoindre les navires pour y travailler. Cette crise des relèves d'équipage qui dure depuis près d'1 an représente une urgence humanitaire qui menace la sécurité des transports maritimes. Il s'agit également de mettre l'accent sur d'autres enjeux liés à l'élément humain des transports maritimes, notamment la sûreté et la sécurité à bord des navires, le bien-être des gens de mer et l'importance de garantir une main-d'œuvre adéquate, formée et qualifiée, prête à relever les défis et à saisir les opportunités de la numérisation et de l'automatisation. Le monde doit pouvoir compter sur des transports maritimes internationaux sûrs, sécurisés et rentables, élément essentiel de tout programme visant une croissance économique durable. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Week Eco se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous Nadège Omoladessani et comme vous le savez, l'habitude ici après le mini-journal, c'est la revue de presse économique. En 2022, le budget à exécuter sera de 2 541 milliards de francs CFA. C'est par cette information parue à la une de l'événement précis que nous ouvrons cette revue de presse. D'après le journal, la loi de finances exercice 2022 postule un taux de croissance de 7% avec un déficit budgétaire qui s'établirait à 4,5% du produit intérieur brut. Donnant plus de précision, le quotidien mentionne que les crédits alloués visent particulièrement, entre autres, l'extension du programme national d'alimentation scolaire intégrée, les mesures de gratuité en cours dans les secteurs de l'éducation et de la santé, les soutiens aux artisans et aux couches vulnérables dans le cadre de l'atténuation des effets de la pandémie de la Covid-19, les allocations et aides universitaires. Au quotidien du service public d'informer que ce budget s'équilibre en ressources et en charges et intègre les principaux repères économiques et sociaux adoptés par le gouvernement conformément à la loi organique relative aux lois de finances pour le débat d'orientation budgétaire. Outre cette information, la Nation nous informe également que le ministère de l'Économie et des Finances se penche sur la data. D'après le journal, le dit ministère a tenu sa première journée de la donnée sous le thème « La donnée, patrimoine stratégique de l'administration publique ». Il s'agit d'un creuset d'échanges qui vise à mener des réflexions en vue de booster les performances au ministère de l'Économie et des Finances et dans l'administration publique en général. Au quotidien de Mainantin, de préciser que les réflexions contribueront sans aucun doute à renforcer le rôle stratégique de la donnée dans l'administration. La data a donc de beaux jours devant elle, tout comme la fabrication de boissons qui affiche une performance au deuxième trimestre de l'année 2021. C'est la Nation qui en parle en se référant aux données publiées par l'Institut national de la statistique et de la démographie. Des données selon lesquelles la fabrication de boissons a contribué à la performance du secteur industriel avec un taux de 59,5%, poussant l'indice industriel de la fabrication de boissons à 218,2 contre 217,1 pour la fabrication des matériaux et 38,6 pour la fabrication des produits textiles. 38,6, c'est d'ailleurs l'indice le plus faible. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto, qu'on retrouve dans une vingtaine de minutes pour le dossier de la semaine. Mais avant, je l'annonçais, à l'entame de cette émission, on parle du relogement des sinistrés, de leur déguerpissement et de leur relogement. Tout de suite, le décryptage.
Et comme vous le savez, les confrères sont déjà installés sur ce plateau avec moi. Je reçois pour vous ce matin Julio Gada. Julio, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À côté, Sergino Lokosu. Sergino, bonjour. Bonjour, Marius, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, chers confrères, Sergino, vous avez, comme moi, certainement suivi cette actualité de déguerpissement ou plutôt de libération de la route des pêches avec ces populations qu'on a pu voir dans des conditions un peu difficiles, un peu attristantes. Mais on se demande, est-ce qu'il était vraiment temps de déloger toutes ces populations-là? Ouais, je pense que on a tous suivi cette actualité. On a vu la tristesse et la colère de ces habitants qui ont été déguerpis, on va dire, sur la route des pêches. Et c'est avec une grande tristesse que j'ai suivi ça. Mais après ça, je me suis dit, on veut développer la ville, on veut rendre la ville plus attrayante, pardon. On veut faire de cette ville une ville vitrine du pays. Et donc, tous les changements les plus souhaités ont leur lot de mélancolie, comme on le dit. C'est vrai, à un moment donné, il faut opérer cette réforme, il faut déguerpir les gens. Mais les conditions dans lesquelles ça a été fait, moi j'ai suivi, par exemple, le président de l'association des habitants de ce quartier qui disait les pourparlers étaient en cours. On a même échangé avec, et dans le comité, il y avait le préfet et qui ne conçoit pas que ce matin on vient les raser. Et puis c'était sous la pluie pratiquement. Vous savez, quand vous êtes sensible, on a envie de couler des larmes quand vous voyez ça. Et donc, au-delà de tout ça, c'est vrai, il faut déguerpir, mais il faut quand même trouver à ces populations là où rester, parce que nous sommes en saison des pluies. Quand on vous déloge, quand on vous déplace de là où vous êtes, il faut quand même qu'il y ait un retour. C'est vrai, et qu'on va nous dire que on veut développer le pays, mais on veut développer le pays pour qui? Pour les habitants, pour que nous sentions tous béninois dans notre pays, pour que nous puissions tous avoir cette fierté de brandir notre pays comme une nation développée. Et donc, il faut des endroits de relogement. C'est ce qu'a décrié le président de l'association des habitants de Fillon dans le temps, et qui disait qu'il y avait des pourparlers en cours. Mais je crois que ça a été rattrapé. Même si par le gouvernement, mieux vaut tard que jamais, comme on le dit. Comme on le dit. Alors, Julio, est-ce que vous êtes d'avis avec Sergino quand il dit que qu'il était attristé par le déguerpissement, la libération? Attristé, oui, le sommes tous. Mais vous savez, pour des raisons d'utilité publique, tous les domaines appartiennent à l'État. On est d'accord, c'est le développement. En même temps, l'État a des devoirs vis-à-vis des sinistrés. Tout à fait. La manière dont ça s'est passé, vraiment, j'ai failli couler les larmes. Parce que j'ai suivi le chef du quartier. Il a dit que c'est sur les réseaux sociaux qu'il a été informé. Mais ce qui est quand même un peu bizarre ou plutôt paradoxal, c'est que quand même il y a eu des communiqués pour les appeler à libérer les lieux au plus tard. Alors comment ça se fait Le communiqué, c'est le 12 juillet. C'est le 12 juillet. Ça leur donne au moins une quinzaine de jours pour libérer les lieux. Mais comment comprendre qu'on attende jusqu'au dernier jour et qu'on se mette à pleurnicher parce qu'on savait déjà qu'on devait déguerpir? C'est là le véritable problème. Parce que si les gens avaient les moyens de se reloger quelque part, ils n'allaient pas attendre au dernier moment pour qu'on vienne les déguerpir. Donc, vous savez, l'État connaît la valeur de la puissance de l'État. Mais j'ai l'impression que ça ne profite pas aux populations. Parce que effectivement, les gens ne sont pas relogés. Ils ne sont pas relogés. Bon, on va revenir sur cette question. Très rapidement, il faut reconnaître, ayons le courage de le dire, nous sommes tous des Béninois. Et nous savons que nous sommes têtus en réalité. Je vous donne un exemple très proche, très précis. Le port des casques pour circuler sur nos voies. Aujourd'hui, des Béninois ne portent pas encore ce casque-là. Regardez la répression qu'il y a eu autour de ça. Mais pourtant, les Béninois ne portent pas encore. C'est pour dire quoi? Nous sommes têtus. Et ces populations, c'est vrai, elles sont peut-être têtues, mais nous sommes à Cotonou.
quitter un endroit A pour un endroit B, ce n'est pas facile. Surtout quitter le centre-ville comme ça. Le centre-ville, pour aller dans un autre endroit, il faut des ressources. Est-ce que ces populations qui vivent dans cette zone de la ville, est-ce qu'elles ont les ressources qu'il faut pour aller se déloger? Moi, je prends le problème sous cet angle-là, l'angle selon lequel elles n'ont pas les ressources, ces populations, elles manquent de ressources. Et le gouvernement a compris. C'est pourquoi il a tout fait d'injecter un peu de ressources pour pouvoir les reloger. Est-ce que, injecter des ressources, vous savez, quand on dit ça, parce qu'il faut aller sur le terrain pour constater, effectivement. Vous voyez, cette affaire de Fillon-là, c'est que, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi? La superficie en question, c'est 15 hectares qui va vers les résidents, les Céline, là-bas. Tout à fait. 15 hectares. Et il s'est fait que les propriétaires qui ont des parcelles dans ce domaine ont des titres de propriété délivrés par la CNAD, Commission nationale des affaires domaniales, une structure du ministère de l'Intérieur ou de l'administration. Vous voyez? Alors que nos frères qui étaient à Kolakodi, eux, ils n'avaient pas de titre de propriété. Mais pourtant, on les a indemnisés. Mais sur le terrain, on nous dit ici qu'ils sont indemnisés et ils seront relogés. Ce n'est pas le cas. Il faut aller sur le terrain pour constater. Le porte-parole du gouvernement a annoncé quand même qu'il y a eu 500... Oui. Il y a un pan là. J'ai dit 15 hectares. Maintenant, l'État a choisi une portion pour dire que ceux-là, une portion des 15 hectares. Et l'autre portion, là, ça veut dire qu'eux, ils ont dit que lotissement non approuvé. Ils ont choisi une portion pour dire lotissement non approuvé. Cela peut se comprendre si les lotissements ont été faits dans des conditions floues, sachant comment ça se passe souvent sous nos cieux ici, où des géomètres se permettent de lotir des endroits alors qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation officielle pour le faire. Cela peut se comprendre. Oui, mais ça, c'est là où l'État peut aider les populations, ça. Pas les déguerpir d'une manière sauvage. On sait comment ça se passe. Mais j'en viens justement. Vous voulez réagir? Oui, je crois que je ne suis pas de Fillon, je n'habite pas Fillon. Je comprends le sentiment de gêne qui peut animer ces populations. Je comprends la désolation, je comprends la tristesse, je comprends les larmes qu'on peut couler quand vous êtes dans un quartier où vous avez fait plus de 20 ans et puis un jour, le pouvoir dit qu'on doit vous déguerpir parce qu'il faut aménager la ville. Je les comprends. Mais ce que je dis, à la tête du pays, c'est des hommes qui nous dirigent. Et ma foi, c'est du sang qui circule dans leur veine. Et quand on va commencer par... quand on va rentrer dans l'arbre généalogique de chacun de nous, on peut avoir une branche des parents à Fillon. Et je crois que le gouvernement a déjà essayé de recenser des populations, des habitants au nombre de 500 ménages et qui seront délogés, à qui on va trouver des endroits pour aller habiter. Je pense que ça revient aux populations de Fillon, à tous ceux-là qui ont acheté des terres là, à tous ceux-là qui vivent là, de porter ce différent, de porter ce problème-là devant les autorités pour qu'il y ait de solutions. Et je crois que si nous sommes dans un pays où le second mandat est assez sur le social, comme on nous l'a dit, je crois qu'on doit aider ces populations. Je ne suis pas venu pour défendre le gouvernement, je suis venu quand même constater, dire ce que je vois. Et dire ce que je vois, c'est que je vois que des populations ont été délogées sous la pluie. Je vois que très tôt, malgré des propos du préfet que les populations n'ont pas apprécié, le gouvernement a tout fait de rattraper ça le mercredi qui a suivi. Je crois que ça doit faire le mercredi 15 août. Et pour sortir le conseil des ministres pour dire on va reloger ces populations. Je crois que c'est un acte fort qu'il faut apprécier. Quoique il y a des choses à dire. Je l'ai déjà dit en entame. Tous les changements ont l'eau de mélancolie. Et je ne pense pas que tous ceux-là qui vivent à Fillon auront gain de cause, auront satisfaction dans la façon de les reloger. Et je crois qu'entre l'injustice et le désordre, je préfère l'injustice parce que tôt ou tard, l'injustice peut être réparée. Alors que quand le désordre s'installe, tout est foutu. Julio? Monsieur le cause. Gouverner, c'est prévoir. L'État aurait pu trouver un site de relogement avant de faire ce déguerpissement. Moi, je ne suis pas d'accord.
Il y a des gens qui ont été relogés du côté de Tiefa, d'autres à Kwaou. On a recensé 500 ménages. Avant le déguerpissement, on a dû demander aux populations d'aller se faire recenser pour qu'ils puissent bénéficier en retour. Alors, si quelqu'un ne va pas se faire recenser, c'est assez risque et péril. Il y a un point que j'ai soulevé à l'entame. J'ai dit, quand nous jetons un regard passéiste dans cette zone-là, c'est l'ensemble des populations qui sont la zone des pêcheurs. Oui, et donc, c'est l'endroit approprié pour eux d'exercer leur activité. Et donc, quand on va leur dire, même si on leur trouve des terres, certains ne voudront pas quitter. Ouais. Il faut comprendre la chose de cette manière. Et donc, ça sera difficile. Il faut sensibiliser. Je crois qu'on leur a donné un délai pour quitter. Ouais. Je l'ai dit le week-end dernier sur un plateau que ils ne sont pas des journalistes qui peuvent quitter Akwakwa pour venir en service à Godomé ou Godomé pour aller en service à Akwakwa. C'est des pêcheurs. Et donc, l'endroit qu'il faut, c'est au bord de la mer. Et donc, ça sera difficile. Moi, je trouve que c'est un peu ça. C'est des logiques, en fait, qui sera difficile d'enlever. Et donc, pour enlever ça, le gouvernement doit oser. Et la façon d'oser, c'est de raser de cette manière. C'est vrai, c'est triste, mais avec le temps... Vous avez dit tout à l'heure que ce sont des pêcheurs. Vous savez que l'histoire des pêcheurs date de plus de 100 ans, un siècle. Surtout des pédas, des huilas, ça dit toute la bande côtière. Mais si on devrait les laisser, vous comprenez quand même que sur tout le long de la route des pêches, on risque d'avoir des maisons qui sont bien construites et des maisons délabrées. Ça pose un problème en termes d'urbanisation. Le touriste, quand il vient dans un pays en développement, il ne veut pas voir les buildings. Mais il va quand même pas voir des bidonvilles non plus. Il veut voir l'exotisme naturel caractérisé par ces villages balayés, des pêcheurs. Mais c'est un village précaire quand même. Oui, précaire, oui, mais c'est agréable à voir. Mais la précarité pose un problème sur le village. C'est une histoire de notre pays. On ne peut pas détruire notre histoire. Je comprends. C'est une partie de l'identité de Cotonou. Alors au-delà du fait que vous n'êtes pas d'accord, mais ça a été déjà fait, malheureusement ou heureusement. Alors maintenant, on est dans le processus de relogement. Des ménages ont été recensés. Certains ont reçu des parcelles, 3 millions, 5 millions, c'est ce qui est annoncé. En tout cas, c'est ce que le porte-parole du gouvernement a annoncé. Vous connaissez quelqu'un qui peut vous montrer que... vous savez, personnellement, je ne maîtrise personne. Vous ne maîtrisez pas. Donc sinon, moi, je veux un acte officiel de quelqu'un qui puisse me prouver que voici ma parcelle, voici ce que j'ai. Mais il y a eu les... nous sommes des journalistes et... le journaliste, il y a des choses que nous sommes à même de dire, des choses que nous ne devrons pas dire. Ouais. Et quand on est journaliste, et quand on veut comprendre cette situation, c'est d'écouter ce que le porte-parole a dit. Ouais. On l'a écouté. Maintenant, pour un journaliste qui veut enquêter, ne demandez pas au porte-parole de vous demander, enfin, le porte-parole du gouvernement, de vous donner l'acte de quelqu'un qui a reçu de trucs là. Le confrère a parlé tout à l'heure, il a dit, est-ce que je suis allé sur le terrain. Je suppose que lui est allé sur le terrain. Et donc, il a la facilité, selon moi, d'aller vérifier si effectivement telle personne a pris 3 millions ou si c'est 5 millions ou pas. Moi, je pense qu'une démarche journalistique demande qu'on aille là-bas. Le porte-parole est dans son rôle. C'est normal. Il a été journaliste. Il a de communiquer. On comprend, il défend le gouvernement. Ce que vous ignorez, nous sommes au Bénin et le Béninois n'aime pas qu'on dise qu'il a pris de l'argent. Ouais. Et je doute fort qu'il y ait des Béninois dans Flacoli, dans Fillon, qui va accepter qu'on leur dise « Ah, vous allez montrer à la télé que vous avez reçu 5 millions ». Ils ne seront pas d'accord parce qu'ils vont dire... Mais il y a quand même les autorités, les élus au plan local quand même qui sont revenus là-dessus, qui ont expliqué quand même que les mesures de relogement étaient en cours. Donc, en cours. En cours, ça veut dire que ce n'est pas encore fait. Or, gouverner, c'est prévoir. Je l'ai dit tantôt. Oui, mais je l'ai évoqué. Quand on demande à quelqu'un de se faire recenser, que la personne ne va pas se faire recenser, on ne va pas courir derrière pour la recenser. Le recensement se fait comment? Volontairement. Vous habitez un endroit qui doit être déguerpi. On passe de maison en maison, comme on a fait à Kolapodi, où on a recensé 120 foyers. Je comprends. À Kolapodi, on a recensé 120 foyers. Et les 120 ont été relogés? Je comprends la logique je comprends la logique de mon confrère, mais je dis ne soyons pas des pipi romans en fait. N'allumons pas le feu. Il faut dire ce qui est. Ce que moi je dis, il faut dire ce qui est. Je ne défends pas le gouvernement, mais je dis une démarche journalistique aurait voulu que nous allions sur le terrain, constater nous-mêmes, aller recueillir les avis des uns et des autres. Est-ce qu'effectivement vous êtes relogés, vous avez pris de l'argent? Je vous dis ceci.
c'est des zones où les gens vous diront que depuis 100 ans, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père était ici. Je n'irai nulle part me faire recenser. Je vais rester ici. Je crois qu'il y a certains qui sont dans cette logique-là. Et devant la force publique, ils n'ont aucune force. On va les raser. Et donc, il faut comprendre la logique des gens. Il faut comprendre. Il y a des logiques sociologiques. Nous sommes béninois. Il y a des logiques sociologiques qu'on ne peut pas nous enlever. Et quand vous allez, par exemple, je donne un village à tout hasard. Allez dans une des communes du Zoupa, par exemple. Le paysan va te dire que depuis 10 ans, depuis 50 ans, que c'est comme ça son père fait. Et que lui ne peut pas faire ça. Et donc, il faut lui montrer ça. Il faut qu'à côté de son champ, tu fais le champ de maïs dont toi tu dis que il y aura plus de rendement que ce que lui faisait. Il faut faire ça à côté, il va voir. Il va te dire non, lui ne veut pas. Qu'est-ce que veut dire par là? Et quand vous rentrez dans la sociologie du peuple béninois, c'est qu'il faut faire d'abord avant qu'il ne voit. Je parle de l'agriculture. Maintenant, des gens vont te dire que non, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas du neuf. Non, n'amenez pas ça chez nous. Non, ils ne veulent pas. Faites ça. Et vous allez le faire à côté de leur champ d'abord. Et quand ça va, ils vont dire, ah ouais, ça a marché, je vais prendre. Donc, il y a de ces logiques-là que nous avons dans le pays. Et il faut reconnaître qu'à un moment donné, il faut effacer ça. Il faut être à l'aide du temps. Et pour être à l'aide du temps, acceptons, souffrons qu'on rase un certain nombre de choses. Moi, il dit, je serais tout heureux si chez moi à Thiémé ou quand il y a saison pluvieuse, vous ne pouvez même pas aller au village. Ici, on peut trouver des stratégies. Il faut raser des maisons pour que l'eau ne reste plus à Thiémé. Il faut le faire. Moi, je suis d'accord. Mais c'est avec un pincement au cœur que mes tantes sont dans l'eau, mes oncles sont dans l'eau, mes cousins, mes neveux et nièces sont dans l'eau. Et je dis, et à quand? Et donc, à un moment donné, il faut prendre une décision ferme. Faire une décision ferme. Et je crois que c'est ce que le gouvernement fait. On n'a pas besoin d'être un partisan de Baptiste Talon, d'être un partisan, d'être dans le BR ou dans l'UP pour voir. Vous avez parlé tout à l'heure de. Alors, on va pas trop traîner là-dessus. Je vais répondre. En 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Parce qu'il a dit tout à l'heure que le Béninois n'aime pas montrer. Non. Connaissant la manière de fonctionner de ce gouvernement-là. Si effectivement ils ont prévu des choses où c'est avec caméra qu'ils iront sur le terrain. Mais il y a de la méthode dans ce qui est fait. On peut pas occulter l'aspect social qui est mis en avant. Parce que je dois dire que c'est... L'aspect social... Oui, je dois dire quand même que ce n'était pas évident. On n'était pas obligé de reloger ces gens-là. Parce qu'ils habitaient un domaine public. Et on leur a demandé de déguerpir. Donc l'État n'avait aucun engagement à les reloger. Là-dessus, au moins, on est d'accord. Vous avez un acte officiel qui peut notifier que ce domaine est déclaré public. Écoutez, il n'y en a pas. Vous avez dit à l'entente de vos propos, que en matière, la terre appartient à l'État. Oui, la terre appartient à l'État. Ce qui veut dire que l'État peut décider. Je dis ça parce que sur le terrain, moi j'ai appris que c'est le 31 août que le domaine là a été déclaré d'utilité publique. 31 août. Oui, mais alors que le communiqué est signé le 12 juillet. Vous voyez comment fonctionne. Bon, moi, je ne suis pas contre. Non, on n'a pas les preuves de ce que vous dites là. Oui, on n'a pas les preuves. On n'a pas les preuves de ce que vous dites là. Donc, on va éviter de. Moi, je suis allé sur le terrain vérifier. Oui, j'ai été vérifier. Mais au-delà je vous ai dit tout à l'heure que le domaine, la superficie, c'est 15 hectares. Et il y a une portion. L'autre portion qui est de l'autre côté des résidences, les Célines. Ça, là, ce n'est pas d'utilité publique. Oui, mais c'est l'État qui décide de l'utilité publique, c'est l'État qui décide de l'endroit qu'il veut viabiliser. On est d'accord là-dessus. Même chez vous, on peut venir vous déloger et dire que votre domaine est d'utilité publique. En ce moment-là, c'est l'État qui décide. Mais tant que vous êtes dédommagé, vous devez normalement vous frotter les mains. C'est là le problème. Parce que est-ce que les gens sont dédommagés? Oui, les gens sont dédommagés. Ça a été annoncé. Ça ne peut pas être annoncé, ne pas être fait. On est d'accord, les gens ont été dédommagés. Alors, vous voulez réagir? Non, je pense que ce qui va être fait dans cet endroit précis va profiter non seulement à ces populations qui sont déplacées, mais à tout le Bénin. Et donc, quand l'intérêt général est en jeu, il faut quand même que les intérêts particuliers puissent s'effacer, s'incliner devant l'intérêt général. Et je crois que c'est ça le développement. Les grandes nations que nous envions aujourd'hui, ils ont cassé. Il y a eu des mécontents à des moments donnés, mais aujourd'hui, tout le monde est fier de cette grande nation-là et on veut faire comme eux. Donc, quand on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, comme on le dit. On veut faire comme eux, en tenant compte de nos réalités. Oui, quand même. Ce qui est sûr, Julien, vous n'êtes pas contre le développement. Donc, du tout pas. On va tous... J'admire ce gouvernement qui ose. Oui,
la rigueur administrative avec laquelle le gouvernement travaille. Vraiment, il y a mais un autant changement continuer dans le pays. comme ça. Pourquoi est-ce que vous êtes un peu dans la réticence? Oui, non, c'est pas la réticence. Ça dit que c'est la manière de faire. J'ai l'impression qu'on veut piétiner les pauvres, quoi. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Les gens ont été relogés, dédommagés, on ne les piétine pas. Merci à vous, cher confrère Julio Gada. Oui. Merci. Julio Gada, on finit là-dessus, on finit là-dessus. La rupture, on a fini, Julio, on a fini sur ce plateau. Sergio Lokossou, merci également pour ce décryptage. On installe tout de suite le dossier de la semaine. Vous le savez, au Bénin, le secteur touristique est au cœur des politiques publiques depuis 2016. Cette semaine, on a d'ailleurs célébré la journée mondiale du tourisme. Occasion pour nous, ici, sur ce plateau, de revenir sur les actions à mener pour faire de ce secteur un levier de croissance. On installe notre invité avec cet élément. En 2020, le tourisme a enregistré les plus mauvais résultats de son histoire. Les arrivées internationales chutant de 74% d'après les données de l'Organisation mondiale du tourisme. Pour cause, l'effondrement sans précédent de la demande et l'instauration généralisée de restrictions sur les voyages induits par la pandémie du coronavirus. Alors que le monde et le tourisme se dirigent tout droit vers une deuxième année de crise complète, l'Organisation mondiale du tourisme nourrit l'espoir d'un rebond avec les campagnes de vaccination. Le tourisme est une bouée de sauvetage pour des millions de personnes. Faire progresser la vaccination pour protéger les communautés et soutenir un redémarrage en toute sécurité du tourisme est essentiel pour la reprise du travail et la génération de revenus bien nécessaires, en particulier dans les pays en développement, qui sont fortement dépendants du tourisme international. Si l'avenir de l'industrie touristique passe donc par la vaccination, l'enjeu dans le contexte économique et pandémique actuel est de renforcer les liens entre les populations qui vivent dans des destinations touristiques ou à proximité et l'écosystème du secteur. Au Bénin, c'est le tourisme communautaire qui est mis en avant, notamment dans le parc de la Pendjari. Nous avons créé des circuits pédestres sur la Takora entre les différentes communautés qui permettent aux touristes de découvrir la vie rurale et de s'immerger un peu dans la nature de la Takora, de découvrir le patrimoine botanique de la région, les plantes médicinales, mais aussi de découvrir un peu de la vie de tous les jours des gens qui habitent dans les différents villages. Il s'agit principalement d'instaurer un tourisme inclusif en stimulant l'économie locale et en favorisant le respect de l'environnement et des cultures endogènes. Nous essayons au maximum d'impliquer les communautés qui sont autour de la Pendjari. Donc nous avons un site sur la Stangueta Poga. C'est surtout l'Empire des Autruches à Dassari. En dehors de ce circuit sur la Stangueta Poga, il y a les villages sur la Stangueta Batia. Et là, nous avons 4 grands circuits. Ces circuits sont axés autour de la culture, de l'histoire des communautés, de l'art culinaire, de la danse, des savoirs et savoir-faire liés à la phytothérapie, liés à la lecture des constellations, aux contes. Nous essayons autant que possible, dans ce qui est organisé, de ne pas avoir trop d'externalités qui pourraient baisser l'impact économique au niveau local. Une meilleure vision avec en toile de fond la croissance inclusive apparaît comme le gage du redémarrage du tourisme, aussi bien spécifique aux personnes qu'aux communautés dans le monde. Et voilà, le décor ainsi planté. Notre invitée sur ce plateau est la coordonnatrice nationale du réseau africain des professionnels du tourisme au Bénin, Dr Nadine Akogbeto Aïssi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Ulvaïs. Merci de nous faire l'honneur d'être là ce matin. C'est un plaisir, Pata. C'est un honneur aussi d'être là avec vous. Merci. Et pour m'accompagner dans les échanges, Rodrigue Babaguito.
Uraïs Balogun, bonjour. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus ce dimanche. Alors, d'après l'Union africaine, 55 milliards de dollars de revenus touristiques et de voyages ont déjà été perdus par les pays africains en l'espace de 3 mois. Ceci à cause de la pandémie du moment. Nadine Akobeto, ici, on sait que la Covid-19 a engendré des pertes énormes. Et aujourd'hui, pour la reprise des activités, il s'avère nécessaire de repenser la façon de pratiquer le tourisme, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis d'accord et je dis qu'il est même incontournable de repenser la façon de faire du tourisme aujourd'hui, puisque sur tout le territoire mondial, les chiffres ont baissé de plus de 50% sur tout le territoire mondial. Donc, il est très important, il est incontournable si nous ne voulons pas laisser ce secteur mourir de sa plus belle mort, et de repenser la manière de faire du tourisme désormais. Et justement, pour repenser la manière de faire du tourisme, l'Organisation mondiale du tourisme appelle à axer les actions sur le tourisme interne. Et je pense que le tourisme interne est un type de tourisme de base. Sans le tourisme interne, aucun pays ne peut se développer dans le secteur touristique. Alors déjà donc il ne fallait même pas attendre l'avènement du Covid, il ne fallait même pas attendre que la pandémie soit là pour parler du tourisme interne. Toutes les puissances mondiales se sont développées sur la base du tourisme interne avant de penser au tourisme étranger. Donc, que ça soit Covid ou pas, moi je recommande aux pays émergents de valoriser, de travailler à promouvoir le tourisme interne avant de penser à faire venir les étrangers sur le territoire national. Donc, il est très important. Je pense que le thème de l'Organisation mondiale du tourisme cette année a beaucoup plus pensé aux pays africains, pour ne pas dire aux pays émergents. Sinon, dans les pays développés, le tourisme interne est dépassé. Ils savent que c'est sur cette base qu'ils sont allés plus loin, qu'ils ont monté à l'échelle du tourisme international. D'accord, déjà avant d'en arriver, si vous le permettez, aux actions à mener pour promouvoir le tourisme interne, faites-nous comprendre déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre par tourisme interne? Le tourisme interne, c'est tout simplement, moi j'utilise très souvent les mots banals, les thèmes banals pour faire comprendre ce que c'est que le tourisme interne, c'est de voyager sur le territoire national, de quitter une commune vers une autre commune pour aller découvrir les merveilles de la commune d'à côté. C'est de quitter une ville pour une autre pour aller découvrir les merveilles de cette ville pendant vos temps de repos, pendant vos temps de vacances, pendant vos temps de congés. C'est de promouvoir la valorisation de nos potentialités. C'est de savoir que le plaisir est important dans la vie d'un être humain. Alors, autrement dit, il faut quitter Porto-Novo pour aller à Parakou, par exemple. Déjà, je fais du tourisme. Exact. Il faut quitter Porto-Novo pour Cotonou, parce que nous savons que nous sommes dans un pays très pauvre. Il ne faut pas forcément dire à quelqu'un de quitter Porto-Novo pour Parakou avant de faire du tourisme interne. Il y a beaucoup de choses à visiter à Cotonou. Il y a plein de circuits que offrent nos professionnels du tourisme, les industries touristiques aujourd'hui. Il faut quitter Porto-Novo pour Cotonou. Il faut quitter Cotonou pour Abomey-Calavi. Et je pense que dans la commune d'Abomey-Calavi, il y a tellement de sites à visiter, il y a tellement de sites écotouristiques qui naissent de jour en jour. Plein de choses à visiter. Il faut quitter Porto-Novo pour Grand Popo. Il faut quitter Porto-Novo pour Ouida. Et avant de parler de Parakou, là, si on a les moyens d'aller un peu plus loin, il faut quitter Porto-Novo pour Natitengu, qui est une très belle ville à visiter. Il faut quitter Porto-Novo pour Tanguieta, la seule ville qui a une porte au Bénin. Une porte d'entrée au Bénin. Ce que je me demande, qu'est-ce qui fait que le tourisme interne n'est pas développé? Est-ce une culture que le Béninois, par exemple, n'a pas? C'est bien ça, vous l'avez si bien dit, c'est une culture que nous n'avons pas. Et il faut beaucoup de sensibilisation. Et sur ce, je vous fais appel, vous les hommes du média, que vous devez beaucoup nous aider. Il faut beaucoup de sensibilisation pour changer la mentalité des Béninois, pour dire, si nous voulons être un pays développé, et que nous voulons le faire sur la base de tourisme, ce qui est même plus facile, le moyen le plus facile de se développer, c'est le secteur du tourisme, nous devons commencer par le tourisme interne. Il faut le dire et le répéter et le rappeler que toutes les puissances mondiales se sont développées sur le tourisme interne. C'est d'abord nous-mêmes. Nous ne pouvons pas compter sur les autres sans pouvoir montrer à la face du monde que nous sommes capables du minimum. Il ne faut pas seulement, les réseaux sociaux sont là, les nouvelles technologies sont là, il ne faut pas seulement montrer nos potentialités touristiques. Il faut nous montrer en train de visiter nous-mêmes, en train de valoriser nous-mêmes, en train de comprendre nous-mêmes la valeur de ce que nous avons comme potentialité.
Et là, ça peut faire agir, ça peut toucher, ça peut faire venir l'international. Oui, j'ai vu des Béninois aussi aller visiter ce site. J'irai voir de quoi il s'agit. Donc, le tourisme interne est incontournable si nous rêvons d'un développement touristique pour le Bénin. Alors, c'est incontournable et vous venez de dire que plusieurs puissances se sont développées en partant du tourisme interne. Mais de façon pratique, comment est-ce que le tourisme interne peut participer à la croissance d'un pays? Eh bien, j'ai l'habitude de dire, quand le tourisme se développe, vous imaginez, vous vous déplacez de Porto-Novo vers Cotonou. Oui. Vous venez, vous avez pris du taxi. Bien sûr. Le taximan qui vous a pris parce que vous vous êtes déplacé pour faire du tourisme a une marge bénéficiaire. Voir son chiffre d'affaires s'augmenter. Vous descendez à Cotonou. Généralement, quand on fait du tourisme, on a envie de découvrir les plats locaux. La bonne dame qui vend du adowe au bord de la voie. La bonne dame, les maquis qui vendent des mets locaux vont se voir leur chiffre d'affaires s'augmenter. Quand on parle du tourisme interne, ceux qui en profitent le plus, c'est la population à la base. C'est la population à la base et ça règle le problème de pauvreté pour pouvoir penser à une croissance inclusive, pour pouvoir penser à une croissance économique. Donc, tout part de là. Au fait, tout développement part de la base. Généralement, quand nous parlons de croissance économique, moi, je prends ça avec pincette, puisque la croissance économique n'inclut pas forcément le bien-être social. Il peut y avoir augmentation de la croissance économique, il peut y avoir sur la base de la cherté de la vie, et que la population à la base, le Béninois lambda manque du minimum, l'accès aux services sociaux de base. N'a pas accès à l'éducation, n'a pas accès à l'eau potable, n'a pas l'accès à l'énergie, n'a pas l'accès aux soins de santé primaires au prix abordable puisqu'il a les moyens limités. Mais nous allons parler de la croissance économique, ça manque. C'est pourquoi moi j'applaudis vraiment du fond de cœur ce thème que l'OMT a initié pour dire le tourisme pour une croissance inclusive. Parce que quand nous parlons de croissance inclusive, ça ne parle pas uniquement de croissance économique, mais de la croissance qui pense au bien-être des populations à la base. Très bien, mais sur le Bénin, quelles sont les mesures à prendre pour justement favoriser le tourisme interne chez nous? La première chose à faire, c'est les sensibilisations. Oui. Créer des plateformes, des plages horaires chez vous, des émissions pour sensibiliser la population à la base, pour sensibiliser le Béninois. Et moi, je pense que d'abord, la décentralisation devrait être un outil fort pour développer le tourisme interne. Si toutes les 77 communes que nous avons, chaque commune travaillait à faire valoir sa potentialité et faire des sensibilisations, des communiqués à l'endroit de ces populations pour dire, si nous voulons rêver, si nous voulons vraiment avoir un développement, il faut commencer par là. C'est très important, c'est incontournable. Je pense que le vrai travail doit commencer par la base, au niveau des communes. Et nous devons même... La décentralisation, c'est un bon outil, mais nous ne l'utilisons pas à fond. Nous ne l'utilisons pas vraiment, puisque si par exemple, tel que le chef de l'État le fait l'exercice de la présentation du bilan chaque année, et si on disait aux maires de faire ce même exercice pour faire l'état des lieux de leur commune, de façon annuelle, faire l'état des lieux des communes, dire en quoi vous avez innové, dire qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire, et cet exercice peut permettre aux élus locaux de prendre conscience de leur niveau et de comment faire pour évoluer, pour ne pas, d'une présentation annuelle à une présentation annuelle du bilan, ne pas revenir sur les mêmes choses. Ils vont chercher à évoluer, à faire mieux. Dans tous les PTA au niveau des communes aujourd'hui, vous allez voir une ligne budgétaire pour la promotion du tourisme. Mais un an après, les résultats sont où? Mais et je pense que pour parler de solutions, il faut la sensibilisation, il faut que les médias nous accompagnent. Moi, par exemple, ça ne me gêne pas d'avoir une plage horaire pour faire une émission par mois sur des thématiques pour montrer, pour sensibiliser, pour montrer à nous, Béninois, qu'il est important de prendre conscience de cela et de commencer par budgétiser ça. Alors, il y a un aspect qui m'intéresse. Est-ce que déjà,
Parce que le problème, certes, vous l'avez évoqué, il faut que nous ayons cette culture d'aller visiter ce qu'il y a chez nous. Mais est-ce que déjà on sait tout ce qu'il y a chez nous à valoriser? Parce qu'il ne faut pas d'abord partir de l'identification des sites touristiques, de tout ce qui peut participer à la promotion touristique d'abord. Ce travail-là pose problème, par exemple. Si je dois quitter Porto-Novo pour me rendre, par exemple, à Cotonou, il faut déjà que je sache les endroits que je vais visiter à Cotonou. Eh bien, c'est un véritable problème. Lors de ma soutenance de thèse, mon directeur de thèse m'a posé une seule question. Nadine, si on te nommait ministre du Tourisme, quelle est la première action que tu vas faire à l'endroit du développement du tourisme? J'ai bien dit, c'est l'inventaire du patrimoine. Il faut savoir ce qu'on a avant de savoir comment travailler à valoriser cela, à vendre cela et faire la promotion de cette destination. Mais si nous ne savons pas à la date d'aujourd'hui, ou quand tu vas vers les institutions, tu demandes pour avoir les données. Aujourd'hui, qui parmi vous peut me dire avec de façon concrète les chiffres que nous faisons en matière de visite touristique au Bénin? Il n'y a pas de document officiel pour ça. Il n'y en a pas. Alors qu'il devrait y en avoir. Il devrait y en avoir dans tout pays qui se respecte et qui pense développer le secteur du tourisme. Il y a un minimum qui manque. C'est pour ça que je disais tout à l'heure par rapport aux communes, s'il y a une ligne budgétaire pour la valorisation du tourisme, le minimum à faire, c'est de faire l'inventaire. C'est de savoir ce que nous avons de ville en ville, de localité en localité, de quartier en quartier, dans chaque commune et faire un plan maintenant pour les valoriser. Même si nous valorisons un site par an, par commune, vous imaginez combien ça fait? 77 sites valorisés par an. Je vais encore plus loin. Même si nous valorisons un site par mandat, par commune, ça fait 77 sites valorisés en un mandat. Et nous pouvons faire de la communication autour. Nous pouvons vendre mieux le Bénin par rapport à 77 sites. Donc, il faut vraiment une prise de conscience de nos responsables à divers niveaux pour que ça marche. Alors, on sait par exemple qu'au nombre des réformes initiées dans le secteur du tourisme, il y a par exemple le choix de faire de l'Amazone une identité visuelle, non pas de tourisme interne. Est-ce que cette option entre toujours dans le cadre du tourisme interne ou là, c'est plus pour l'international? Non, je pense que tout ce que nous avons comme patrimoine à valoriser, tout ce que nous avons comme attrait à valoriser, entre dans le cadre du développement du tourisme interne. Et quel avis vous portez? Moi, personnellement, j'aurais du plaisir à aller visiter, à aller réécouter l'histoire de nos Amazones sur les combats qu'ils ont eu à gagner. Elles ont travaillé et ça peut aider dans la promotion du leadership féminin. Pour dire, autant de nos anciens, les Amazones ont fait de bon travail. Elles sont allées en guerre, elles ont gagné jusqu'à un moment donné. C'est à l'avènement de la colonisation qu'elles ne sont plus en accord avec les manières de faire telles que ça se fait, qu'elles ont pris du recul. Et les chiffres ont baissé de jour en jour jusqu'à nos jours. Donc, c'est un exemple vivant. Ça participe au développement du tourisme interne, avant qu'on ne parle de l'international. Tout part de la base. Alors, après 5 ans de mise en œuvre des réformes dans le secteur touristique, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que cette ambition qu'a le gouvernement de faire du tourisme un levier d'employabilité au Bénin soit une réalité? Eh bien, déjà, je salue... Il faut peut-être porter un regard sur ce qui est déjà fait. Bien sûr. Je salue le chef de l'État pour son ambition. Oui. Parce que avoir pris le pouvoir en 2016, il a eu de grandes ambitions pour le tourisme parce qu'il a compris que le secteur du tourisme est un secteur porteur. C'est le premier secteur au monde qui regorge de beaucoup plus de sous-secteurs. Ouais. Quand on parle du BTP, c'est dans le secteur du tourisme. Quand on parle du transport, si les grandes entreprises de transport terrestre doivent se développer, c'est pas le tourisme. La restauration. La restauration, oui, je sais que la restauration, l'hôtellerie, l'hébergement, tout et tout. Donc c'est un grand secteur. Il a pris conscience de cela et je salue d'ailleurs ses ambitions. Beaucoup de choses ont été faites. C'est vrai qu'il y a 7 grands projets phares qui ont été lancés pour le mandat 2016-2021, 2017-2021. Mais sur les 7, un a vraiment vu le jour, c'est-à-dire la valorisation, redonner de la valeur à nos parcs animaliers, plus précisément le parc Pendjari, aujourd'hui, qui a un nouveau visage.
a vraiment un nouveau visage. Ça a été fait. La route des pêches, ça a commencé, ça évolue. Et la le cité reste. De Ganvier aussi, la rénovation. Rénovation en cours timidement, mais un seul sur 7 a vraiment vu le jour. Moi, je pense que c'est déjà applaudi comparé à tout ce qui se faisait, même si... Sachant qu'on a quitté loin. On a quitté loin, on a vraiment quitté loin, donc tout ça là a été fait. Et puis beaucoup d'autres chantiers sont en cours. C'est à saluer, c'est à remercier vivement. Alors, je le disais, de prier qu'il continue dans cet élan pour les jours meilleurs, pour rêver de jours meilleurs pour le tourisme béninois. Alors, je disais, vous êtes la coordonnatrice nationale du réseau africain des professionnels du tourisme au Bénin. Oui. Alors, en tant que coordonnatrice nationale, qu'est-ce que vous faites pour accompagner déjà le Bénin dans ces réformes? Eh bien, je vous dis que ça ne fait pas encore plus d'une semaine où je me suis vue à ce poste. Alors, que comptez-vous faire alors? Eh bien, merci, deuxième vice-présidente du réseau africain des professionnels du tourisme. Et la première chose à faire, c'est d'élargir le réseau au Bénin, faire intégrer tous les acteurs culturels, touristiques, toutes les entreprises touristiques du Bénin pour que nous puissions fédérer nos actions. Parce que les objectifs du réseau, c'est l'intégration africaine. Travailler main dans la main, travailler en se serrant les coudes pour donner une marque à l'Afrique. Nous voulons développer réellement le tourisme africain. Nous voulons, par exemple, l'une de nos innovations, c'est la célébration de la journée africaine du tourisme, le 7 mai de chaque année, où c'est l'Afrique réellement qui est à la une. C'est l'Afrique réellement qui est valorisé. Nous voulons servir d'interface entre le secteur privé et le secteur public parce que nous savons que l'un sans l'autre, ça ne marchera pas. Donc nous voulons travailler vraiment servir d'interface entre les deux secteurs pour booster le tourisme africain et donner une marque pour le tourisme africain réellement. Bon, ça, c'est le tourisme africain, le tourisme béninois. Oui. Au Bénin, c'est élargir le réseau et travailler pour l'atteinte des objectifs du RAP. Travailler pour l'atteinte des objectifs du RAP parce qu'ensemble, nous irons plus loin. Très bien. Alors, on vous aura compris. De ces échanges, on peut comprendre que le tourisme interne aujourd'hui doit vite reprendre plus vite que les voyages internationaux. Absolument. Ce qui en fait pour les pays développés et les pays en développement. Je vous invite à quitter Cotonou. Je vous invite à quitter Cotonou, aller visiter. Qui vous dit que je ne le quitte pas déjà? Allez visiter Grand Popo, la bouche du roi à Grand Popo. Voilà. Commencez par là. L'île aux oiseaux à Grand Popo, l'île aux oiseaux d'Azinka, qui donne des merveilles. Les oiseaux chantent, vous avez de belles mélodies par les oiseaux. Bon, on va espérer que Dr Nadine Akogbeto ici nous invite là-bas prochainement. C'est avec grand plaisir. Merci à vous. Et ça, les acteurs, les guides qui seront à votre disposition, c'est du gratuit. Vous irez visiter, découvrir. Merci à vous déjà. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, mais également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de Week Echo, votre émission préférée. Portez-vous bien et à la prochaine.